Bien, mes chers collègues, je suis très heureux d'accueillir Monsieur le ministre et le président Thierry Breton dans cette réunion de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées, parce que Thierry Breton, en dehors de son expérience personnelle, a mené une réflexion stratégique et financière sur le financement de la défense. Je crois profondément, et que je me permets là d'anticiper sur la zone de compétence de mes collègues Jacques Gautier et Daniel Renner, et donc je suis très prudent quand j'avance sur ces terrains-là, mais personnellement, quand je vois l'évolution de la situation internationale, quand je vois l'évolution et la situation de nos armées, je ne vois pas comment nous faisons face, dans les 10 ans qui viennent, à une situation budgétaire qui n'atteindrait pas les 2% du PIB pour notre pays. C'est très compliqué, c'est très difficile. Je sais que par ailleurs, nos familles politiques souhaitent faire des économies budgétaires, donc je mesure toutes les complexités de cette affaire. Mais quand on voit ce qu'on demande à nos armées, quand on voit les questions d'organisation, on va avoir le 15 mars un débat très important sur l'emploi des armées sur le territoire. Il est clair qu'il faudra autre chose que simplement faire coucher des gens sur des lits de camp et les mettre de manière statique devant des collèges ou des lycées, et qu'il faudra qu'ils assument un statut militaire avec une ambition militaire, avec un professionnalisme militaire, avec une stratégie militaire. Donc avec une doctrine militaire. Et tout cela va nous demander évidemment beaucoup de moyens. Si on veut traiter les OPINT comme les OPEX, ça nous demandera quand même beaucoup d'efforts, sans parler de l'équipement et sans parler de ce dont nous avons besoin. Tout ça pour dire que la question financière de la défense sur le long terme est une question stratégique pour la France. C'est un des points sur lequel notre pays aujourd'hui est reconnu. C'est un sujet sur lequel nous gardons notre place au Conseil de sécurité de l'ONU. Il est évident que toute fragilisation de notre défense est une fragilisation fondamentale de la France. Donc ça, c'est un peu notre doctrine de base. Thierry Breton a mené une analyse dans cette direction, tenant compte de la situation de dette de notre pays qui est particulièrement préoccupante, tenant compte de la situation européenne, le tout avec une analyse et financière et politique. Il aboutit à un certain nombre de réflexions qu'il a présentées, je crois, aux plus hautes autorités de l'État. Et donc, j'en ai discuté moi-même et avec le président de la République et avec Jean-Pierre Jouyet, il y a là une matière qui est intéressante à travailler, et je pense que c'est un peu aussi notre rôle de faire un peu cette ingénierie financière pour envisager de donner à nos armées les moyens que la République leur demande. Voilà pourquoi Thierry Breton est devant nous. Je vais lui laisser la parole. Il doit nous quitter à midi précise. Nous avons le temps de présenter et de discuter de ces sujets, mais je crois que c'est un sujet important d'avenir que nous devons assumer. Merci beaucoup à Thierry Breton, que je suis très heureux de retrouver en ces circonstances. D'abord, merci Monsieur le Président de cette invitation. Mesdames et Messieurs, je suis très heureux de vous retrouver parmi vous. Beaucoup de visages amis, de tous bords confondus, du reste, et donc je les salue avec beaucoup de chaleur. Merci donc Jean-Pierre de cette invitation. D'abord, vous dire, au fond, tiens, Thierry Breton vient nous faire une présentation sur le financement de la défense et également peut-être une première esquisse de solution du surendettement, phénomène absolument clé qui va marquer les années qui viennent aussi bien en France et en Europe. Au fond, de quoi se mêle-t-il ? Donc, je vais juste vous dire d'abord pourquoi j'en suis arrivé à cette réflexion. Pourquoi ? D'abord parce que le problème de la dette m'a toujours extrêmement occupé, et même préoccupé. Lorsque Jean-Pierre Raffarin, alors Premier ministre, m'a demandé avec le président Chirac de rejoindre le gouvernement, les premières discussions que j'ai eues avec Jean-Pierre Raffarin ont été: le ministre des Finances, il est le gardien des finances publiques, et dans ce sens, il doit évidemment veiller à maîtriser ses finances publiques, mais aussi à faire respecter les traités dans son domaine de responsabilité,
sur lequel la France s'est engagée. Évidemment, dans les traités, il y avait et il y a toujours le fameux, Jean-Pierre, traité de Maastricht, qui fonde la création, la solidité, la survie de l'euro. Et donc, je lui ai dit, dans le cadre de mes responsabilités ministérielles, bien entendu, je proposerai au gouvernement une stratégie de désendettement de la nation, la première depuis 30 ans, parce qu'elle a été volontaire, et elle a été initiée, je le rappelle parce qu'on l'a peut-être un peu oublié, et je vais y revenir dans un instant, elle a été initiée par le gouvernement de Jean-Pierre Raffarin, avec moi-même, son ministre des Finances. Je dirais un peu envers et contre tout. On nous a dit à l'époque, mais ils sont fous, ils ne vont pas y arriver. On était, je le rappelle, à 66% d'endettement. Et Jean-Pierre, nous avons baissé pour la première fois, et la dernière, hélas, la dette de la France, en la faisant passer de 66% à près de 62%. C'est une première dans notre histoire depuis 30 ans. En étant en excédent budgétaire, je le rappelle parce qu'il faut aussi le dire et appeler un chat, en étant en excédent budgétaire en 2006 et en 2007, c'était un excédent primaire, hein, je le rappelle, excédent primaire, hein, c'était là encore pas arrivé depuis des années, et surtout, parce que c'était dans ma préoccupation quotidienne, dans ma fonction, dans ma responsabilité de ministre de l'économie et des finances, en permanence, en ayant à l'œil la stabilité, l'équilibre franco-allemand sur nos finances publiques. Je rappelle qu'à l'époque, lorsque je rends les clés pour aller ensuite enseigner à Harvard, mon cher Jean-Pierre, en 2007, la France est à 62,3% d'endettement, l'Allemagne est à 67%. C'était il n'y a même pas 10 ans. La France est à un peu moins de 8% de chômage, l'Allemagne est à 9,2%. C'était il y a un peu moins de 10 ans. On a tous connu la même crise. Il s'est quand même passé quelque chose. La France était en excédent primaire. Donc c'était il y a moins de 10 ans. Il s'est passé des choses, je ne vais pas revenir dessus. Tout le monde sait que j'ai été critique sur la façon dont on a géré les finances publiques entre 2007 et 2012. Je l'ai dit. Je l'ai dit parce que tout simplement, j'ai vu la dérive. D'autres ont beaucoup mieux géré cette crise, du reste, puisque, au fond, l'Allemagne, aujourd'hui, est à 71% d'endettement. Elle a connu la même crise. Hein. Elle rentre dans la crise en ayant plus d'endettement que la France. Et aujourd'hui, elle est à 71%, alors que nous sommes à 96%. Et si jamais nous sommes en excédent primaire ou en excédent tout court, il nous faudra 22 ans pour revenir au niveau de l'Allemagne. 22 ans. Donc je me dis moi-même qui a eu à connaître la difficulté, mais également la possibilité, si on s'en donne la volonté politique. On s'en est donné la volonté politique, Jean-Pierre. La possibilité de réduire l'endettement de la France. Désormais, l'écart est absolument massif. Or, je rappelle que la création de l'euro repose sur un équilibre à peu près parfait, macroéconomique, des paramètres macroéconomiques entre la France et l'Allemagne. Et donc cet écart me fait très peur. Il me fait peur parce qu'au fond, on ne s'en rend pas compte. Lorsque je quitte le gouvernement, la charge des intérêts de la dette, on est à 1100 milliards de dettes. On trouvait déjà que c'était trop. La charge d'intérêt de la dette est de 45 milliards. 9 ans plus tard, on est passé de 1100 milliards de dettes à 2100 milliards de dettes. On a rajouté 1000 milliards, là où les Allemands ont baissé. Hein. C'est la même crise. Hein. On a rajouté 1000 milliards, mais malheureusement, j'allais dire malheureusement parce qu'on ne s'en rend pas compte, on est toujours à 45 milliards de charges des intérêts de la dette. Donc on a été anesthésié, on n'a pas vu ce qui s'est passé. Et évidemment, ma plus grande crainte, moi qui suis redevenu l'entrepreneur que j'ai toujours été, j'ai repris ce groupe Atos, qui est devenu le leader européen des technologies de l'information. J'ai repris avec 45 000 ingénieurs. Nous sommes maintenant près de 100 000 ingénieurs. Plus grosse coopération franco-allemande depuis Airbus, ce qui est le deuxième fondement peut-être de la pseudo-modeste légitimité pour parler de ces sujets. Nous sommes de très loin le leader des technologies de l'information en Europe, en ayant repris les activités notamment de Siemens. Et au fond, nous avons aujourd'hui une vraie visibilité de ce qui se passe dans l'équilibre franco-allemand. J'ai un siège à Paris, un siège à Munich, 100 000 ingénieurs dans notre groupe, plus grosse coopération franco-allemande depuis Airbus. On a repris 33 000 ingénieurs qui étaient en Allemagne sur ces questions, une progression du chiffre d'affaires de 17% par an depuis 5 ans, une amélioration du résultat opérationnel de 4,8% à près de 9% aujourd'hui. Pas d'endettement, tout ça sans endettement. Vous savez que je n'aime pas la dette. Il y avait 1 milliard de dettes quand je l'ai appris, il n'y en a pas de dette. Et donc, ça me permet d'avoir une vision très précise de ce qui se passe, je dirais, en Europe,
des deux côtés du Rhin, et pour revenir à mes propos liminaires, de cette divergence franco-allemande que l'on ne sent pas encore aujourd'hui, mais que l'on va sentir prochainement, dès que les taux d'intérêt vont remonter. Alors quand vont-ils remonter, on ne le sait pas. On a une période, d'où la discussion que j'ai eue avec Jean-Pierre, lorsque je lui ai dit, mais on a une fenêtre exceptionnelle qui va durer sans doute 18 à 24 mois, où les taux d'intérêt sont extrêmement bas, voire négatifs. Et évidemment, on sait qu'ils vont réaugmenter. Les États-Unis ont commencé à réaugmenter leurs taux au mois de décembre. On va vraisemblablement avoir une augmentation. Ça va être un peu léger parce que la situation économique n'est pas encore suffisamment solide. Mais évidemment, la tendance va être, on ne pourra pas vivre éternellement à des taux nuls, voire des taux négatifs. Et c'est là où j'en viens au raisonnement qui était le mien, de me dire que de toute façon, toute action politique, tout programme de réforme ne peut se concevoir que si on traite également, quelque part, le problème du surendettement. On ne peut plus lier aucun projet politique sans également concevoir ce problème-là. Et c'est ce que je voudrais vous dire ce matin, c'est que le problème de la défense est un problème absolument essentiel, comme beaucoup d'autres sujets, même si, depuis évidemment les événements tragiques que nous avons connus l'année dernière, et qui sont sans doute pas terminés, on nous dit ici et là que nous sommes en guerre. Et on le vit, et ceux qui, comme vous, s'intéressent aux problèmes de défense et de sécurité en sont sans doute plus conscients que d'autres. Et ça va durer longtemps. Mais évidemment, ces problèmes de sécurité et de défense ont un coût. Le président en parlait il y a un instant. On est à 1,8% du PIB de dépenses de défense. Je rappelle que ces dépenses ont baissé, je vais y revenir dans un instant, et que, évidemment, l'OTAN nous recommande à nous tous, membres de l'OTAN, puisque nous sommes désormais partie des membres de l'OTAN, de monter à 2 points. Et on est très loin des 2 points, et l'ensemble de nos partenaires européens sont... Nous, on est les plus près, par parenthèse, avec qui, vous le savez, évidemment, vous qui êtes très au fait de ces questions, avec la Grèce, hein, cherchez l'erreur. Peut-être finalement pas mécontent non plus d'avoir un membre de la communauté européenne qui a aussi des forces armées qui s'occupent de ces questions et qui doit dépenser. Bien sûr, il y a le problème de la Turquie, mais malgré tout. Donc on est les deux seuls à dépenser 1,8% du PIB. On sait que c'est pas assez et je vais y revenir. Mais mon point, c'est que ce problème du surendettement, du déséquilibre franco-allemand est absolument un problème clé et que toute politique que l'on voudra mener, y compris pour défendre notre propre souveraineté dans le cadre européen et dans le cadre de l'euro, et je suis un fervent défenseur de l'euro, doit se traiter évidemment avec cet élément en mémoire et essayer de voir si on peut traiter les deux. Et donc en réfléchissant, je me suis dit qu'au fond, et c'est la solution à laquelle je suis parvenu, c'est vrai que je l'ai présenté aux plus autorités de l'État, je l'ai présenté vendredi dernier à Jean-Claude Juncker, à Bruxelles. Il est, je crois, très motivé. Je vais le présenter, je le présente en Allemagne. J'ai écrit un certain nombre d'articles sur ces questions. Jean-Pierre le sait, y compris en Allemagne. J'ai rendez-vous avec Madame von der Leyen également pour lui en parler. J'ai vu également Monsieur Le Drian, bien entendu. Et donc, je voudrais partager avec vous cette idée qui n'est qu'une idée, mais qui est peut-être aussi, je dirais, la prise en compte de plusieurs paramètres qui convergent. On a parlé de planètes qui s'alignent. Là aussi, il y a des planètes qui s'alignent aujourd'hui pour raisonner, pour réfléchir sur ces questions. Trois éléments. Un, nos compatriotes, les concitoyens européens, ont aujourd'hui en priorité 2 préoccupations quand on les interroge. Bien entendu, le chômage, surtout en France, et les problèmes de sécurité et de défense. Donc politiquement, ces problèmes deviennent des problèmes qui ne sont pas que nationaux, qui sont des problèmes qui unissent les préoccupations de nos concitoyens européens. Deuxièmement, nous avons des taux d'intérêt qui sont les plus bas que nous n'ayons jamais connus, avec une abondance de liquidités qui cherchent à s'investir sur des obligations à très long terme, pour peu qu'elles soient sécurisées par les États, voire des taux d'intérêt négatifs. Et là, une petite parenthèse. Qu'est-ce que c'est qu'une obligation et qu'est-ce que c'est qu'un taux d'intérêt? Un taux d'intérêt, il est fait pour financer le risque d'un projet, le risque associé à un projet. Et donc quand on a un projet, on va voir une institution financière ou une banque et on mesure le risque d'exécution du projet par rapport aux promesses que porte le projet. Ce risque a un coût, on le calcule, c'est le taux d'intérêt. Quand on rentre dans des logiques de taux d'intérêt négatifs, et on y est maintenant depuis quelques mois, on ne finance plus l'avenir,
Mais au fond, prenons le message pour ce qu'il est, on finance le passé. Et donc il faut utiliser ce moment historique, qui arrive peut-être une fois par siècle, et sans doute moins, dans lequel nous sommes encore pendant 24 mois, pour utiliser précisément cette période où la politique accommodante de la BCE, qui suivait en cela celle de la Fed, pour précisément faire face au surendettement, nous donne les moyens de traiter également une partie de ce problème que nous avons créé et dont nous avons hérité, et ou dont nous avons hérité. Et donc, il serait, à mon avis, je vais presque dire, pardon, mais criminel, de ne pas utiliser ce moment historique pour régler des problèmes, encore une fois, qu'on va retrouver dans notre endettement. Parce que finalement, notre endettement, qu'est-ce que c'est? C'est évidemment l'ensemble des politiques que nous avons créées, peut-être aussi un peu de laxisme, hein, je le dis, et vous le savez, je ne prendrai personne en le disant. Mais au fond, quand on fait l'archéologie de la dette, on va retrouver dans la structure de cette dette les investissements que nous avons créés, puisqu'on était toujours, évidemment, en déficit, à part les deux périodes auxquelles je faisais référence tout à l'heure, où on était en excédent primaire. Bon. Mais en fait, donc la dette porte en elle bien les investissements aussi et les dépenses que nous avons créées. Et là, je me suis dit, au fond, il faudrait redonner un sens à cette dette. Parce que quand on parle de dette aujourd'hui, nos compatriotes pensent que c'est un tonneau des Danaïdes, un trou noir dans lequel on met tout, et finalement on en est tellement arrivé à un trou noir que j'entends combien de nos politiques dire au fond c'est plus la peine de régler le problème de la dette parce que c'est une goutte d'eau par rapport à ce dont nous avons hérité. Et j'estime, pardon de le dire aussi crûment, que c'est criminel, parce qu'évidemment, ben voilà, 1100 milliards, 2100 milliards en moins de 10 ans. Et on voit aujourd'hui la divergence franco-allemande avec les conséquences géopolitiques majeures à terme à venir pour nous, pour l'Europe. Donc, ce qui est absolument indispensable, c'est d'avoir bien en tête le fait que cette dette, il faut essayer de lui redonner un sens. Et c'est là où, en creusant, je me suis dit, mais au fond, j'ai pris comme point de départ la création de l'euro. Encore une fois, tout ce que je vais dire est modélisable, mais je vous donne les grandes orientations. Je ne suis pas politique ni en charge, donc je vous livre cette réflexion et je pense qu'il y a peut-être matière à l'améliorer, à peut-être à voir ce qu'on pourrait en faire, compte tenu encore une fois de ces événements tout à fait singuliers dans lesquels nous sommes et des opportunités qu'ils recèlent si on sait les lire. Eh bien, dans notre dette aujourd'hui accumulée, la dette de la France, je disais, c'est 2100 milliards. J'ai regardé pour l'ensemble des pays de la zone euro depuis la création de l'euro. Pourquoi j'ai pris le début finalement de mon calcul création de l'euro? Parce qu'au fond, c'est le moment où un certain nombre de pays européens vont décider de partager une partie de leur souveraineté, partager la souveraineté monétaire. Et donc, c'est un bon point de départ. Et c'est vrai que depuis ce moment, et même avant, on a vécu une période de paix tout à fait unique dans l'histoire, en termes de longévité, dans l'histoire du continent européen. Et donc, au fond, cette mutualisation, je l'ai pris comme point de départ, parce qu'à partir du moment où on partage une partie de sa souveraineté monétaire, bien dans l'histoire aussi, à terme, et regarde, l'histoire nous apprend quand même, nous sommes des hommes, hein, et donc on a des comportements qui sont comparables, y compris dans les siècles, l'histoire nous apprend qu'à terme, qui dit monnaie commune, dit aussi, d'une certaine façon, défense commune. Du reste, les pères de l'Europe ne s'étaient pas trompés. Lorsque ils ont voulu cette Europe, mais avant même 54, en 49, sous Pleven, lorsqu'ils ont voulu la création d'une communauté de destin pour faire face et pour répondre aux tragédies auxquelles notre continent avait été confronté par deux reprises dans cette première partie du XXe siècle, qu'est-ce qu'ils ont commencé à faire ? À l'initiative de Pleven et évidemment mandatant Schuman et Monnet, ils ont commencé à faire la CED. Et cette CED, rappelons-le, parce que l'histoire là aussi nous éclaire, de nos forces, mais aussi de nos faiblesses, y compris en France. On a voulu, les 6 membres fondateurs de l'Europe, je ne vais pas les rappeler, hein, tout le monde les connaît, ont voulu, avec en cela le soutien des Américains et des Anglais. Et l'histoire nous rappelle ça, mais nous avons le soutien des Américains aujourd'hui pour augmenter à 2 points. Donc on retrouve une partie. Les Américains quittent le continent européen. Les Américains se focalisent davantage sur l'Asie-Pacifique. Les Américains nous laissent face à notre destin. Donc on retrouve, évidemment pas du tout le même contexte, mais on retrouve en tout cas un intérêt pour que nous reprenions notre destin en main, un peu
comparable, ce étant égal par ailleurs, à celui que nous avions en 51. Et donc, Monnet et Schuman vont effectivement proposer cette CED qui va être acceptée par les 6 membres fondateurs de l'Europe. L'ensemble des parlements européens vont tous accepter la création de cette défense commune. Et je rappelle que la CED s'était portée en elle-même la création, l'unification de l'ensemble des forces armées de l'Allemagne, de l'Italie, de la France, de la Belgique, des Pays-Bas et du Luxembourg. Et il y avait une armée commune européenne. Ce projet a été porté, je reparle devant mon ancien camarade de l'IHEDN, ce projet a été porté et voté par l'ensemble des parlements européens, sauf un, qui portait le projet, pourtant. Alors finalement, courageux, Mendes en 1954 va proposer le projet au Parlement. Il devient président du Conseil, effectivement. Mais seulement, comme tu le sais, Yves, hélas, ensuite, il va présenter le projet, mais il va dire « moi, je ne prends pas part au vote ». Et voilà. Et voilà. Et évidemment, du coup, ça ouvre la voie. Alors, on sait qu'il y avait les gaullistes et les communistes qui étaient à l'époque, qui se sont réunis pour d'autres raisons. Les uns voulaient pas faire trop de peur à Staline, les autres voulaient pas réarmer trop vite l'Allemagne. On va pas revenir là-dessus. Mais la majorité était évidemment dans les mains des radicaux et des socialistes. Ils se divisent, ils se déchirent, évidemment parce que Mendes n'a pas donné la consigne. Et on sait qu'à ce moment-là, eh bien, à peu de voix près, patatras, la CED n'est pas votée, la France a porté le projet, la France l'a imposé aux autres, et la France a refusé de la valider elle-même. C'était en 1954. Donc on oublie ça, mais pour dire qu'au fond, quand j'entends certains dire, y compris de nos amis Jean-Pierre, qui disent finalement cette Europe elle est mal fichue, on aurait dû commencer par une Europe politique plutôt que faire une Europe économique. Voilà, je ne veux pas faire de commentaires, mais l'histoire nous éclaire quand même des fois également sur nos propres défaillances. En tout cas, il y avait sans doute de bonnes raisons à l'époque, on va dire ça. Aujourd'hui, c'est différent, bien entendu, mais nous avons de nouveau une conjonction où ces problèmes de sécurité et de défense deviennent absolument clés et sont en numéro 1 des préoccupations de nos compatriotes et des concitoyens européens. Je ferme cette parenthèse historique, pardon d'avoir été un peu long, pour revenir à la proposition. La proposition, c'est qu'au fond, taux d'intérêt négatif, on retravaille nos dettes, on redonne un sens à la dette héritée, finalement, créée ensemble. Aujourd'hui, je rappelle que la dette de la zone euro, c'est 9 000 milliards d'euros. Donc j'ai repris l'ensemble des dettes, dans toutes les dettes des membres de l'euro. On pourrait l'élargir à d'autres, hein, mais j'ai commencé par travailler sur les membres de la zone euro, parce que nous, on a déjà fait un peu ce premier pas de mutualisation de souveraineté. On accueille les autres, du reste, volontiers. Hein. Si les Anglais veulent revenir dans l'euro, moi je pense que ce serait une très bonne idée, mais donc on les accueille. Hein, mais bon, après ça, ils ont leur propre agenda. On va les respecter. Par exemple, tout à fait. Alors donc quand on arrive à cela, on retrouve, et j'ai ce document, Monsieur le Président, je vous les laisserai. Donc les tableaux ont été faits. Il y a beaucoup de travail qui a été fait. Hein. J'ai donc modélisé tout cela. Tous ces travaux se fondent sur évidemment les résultats donc d'Eurostat, hein, et les chiffres d'Eurostat, donc ils sont incontestables, ils sont validés. De toute façon, ce qui n'est pas de problème entre les pays. Évidemment, le pays qui a le plus dépensé pour sa politique de défense et de sécurité, j'ai repris évidemment là-dedans tout simplement le budget défense et de sécurité, hein, c'est la France, puisque nous avons dépensé depuis la création de l'euro 720 milliards d'euros pour notre défense et sécurité. Le deuxième pays, c'est l'Allemagne, avec 560 milliards, mais un PIB qui fait quand même une fois et demie celui de la France. Le troisième, c'est l'Italie, avec 424 milliards. Ensuite, c'est l'Espagne avec 200 milliards, les Pays-Bas 138, etc. Donc, on a maintenant une... Ah ben, j'ai pas pris l'euro. La Grande-Bretagne, j'ai pris que les pays de la zone euro. La Grande-Bretagne est à peu près comme la France. Hein. Voilà, on est à peu près équivalent. Mais je l'ai pas pris pour l'instant. J'ai travaillé. Il faut là aussi, il faut prendre les coopérations structurées. Il faut travailler déjà entre nous et voir ensuite comment on élargit. Je voulais voir si le modèle entre guillemets fonctionne. Après ça, je laisse la politique aux politiques. Mais je parle là maintenant d'un point de vue économique. Et j'allais presque dire, quand on parle de dette, il faut faire un petit peu de mathématiques aussi. Donc pour que vous ayez une idée de ce dont on parle. Mais politiquement, vous avez raison, on pourra l'élargir ensuite et on peut accueillir si le principe fonctionne, on peut accueillir qui de droit. Y compris nos amis anglais s'ils le veulent et s'ils acceptent évidemment ce que veut dire la mutualisation ou une partie de la mutualisation. Donc vous avez donc ces montants, ce qui veut donc dire par parenthèse que sur nos 2100 milliards de dettes en France, on en a un tiers qui ont été créés par nos dépenses de défense et de sécurité. Ah ben tiens, c'est peut-être pas mal, on commence à donner à nos compatriotes un sens. On n'a pas fait que des bêtises.
On a aussi investi. Cette dette est aussi le résultat de quelque chose qui a été positif. Et je dis positif parce que c'est vrai que grâce à nos efforts en matière de sécurité et de défense, on a vécu dans une période de paix tout à fait exceptionnelle. J'ajouterais même que le président Chirac me disait très souvent, Thierry, quand même, c'est quand même pas normal. On devrait quand même retirer des dépenses de Maastricht, nos dépenses militaires et d'investissement. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher parce qu'évidemment, on rentre à ce moment-là dans des débats sans fin. Mais là, après avoir réfléchi pendant 9 ans, je crois qu'on a une solution. Ça peut marcher grâce au taux d'intérêt négatif et grâce à cette période absolument unique dans laquelle nous sommes, abondance d'obligations qui cherchent à se fixer sur du très long terme et taux d'intérêt extrêmement bas qui nous permettent de financer et de profiler nos dépenses communes, y compris en restant dans le cadre maastrichtien, ce qui est très important. Sans ça, on perdra les Allemands, et si on perd les Allemands, on s'ouvre à ce moment-là dans une période que personne ne peut décrire. Donc, ce qui est important, c'est que malgré tout, la France a dépensé le plus. Alors, il ne s'agit pas de faire de nationalisme, hein, il faut faire très attention sur ces questions. Bien sûr, on est très attaché à notre problème de souveraineté. Bien sûr, nous sommes très attachés à notre spécificité et surtout en matière de défense et de sécurité. Mais c'est vrai aussi, Monsieur le Président, qu'il y a peut-être, et vous en parlez souvent entre vous, il y a peut-être des parties de nos dépenses qui peuvent être un peu mutualisées. Pas tout, mais peut-être des parties qui peuvent être mutualisées. Alors on pense à des choses comme les gardes-côtes, des gardes-côtes européens. On pense, et moi je suis aujourd'hui Atos et fait partie des trois groupes mondiaux en matière de fabrication de plus gros ordinateurs. Nous fabriquons les plus gros ordinateurs du monde avec mes équipes. On fournit la quasi-totalité des services de renseignement et de sécurité européens, les armées. Nous modélisons l'arme nucléaire sur nos ordinateurs. Ils sont européens, ils sont français. Ils sont extrêmement performants. C'est par parenthèse sur nos ordinateurs que nous avons pu modéliser la découverte des ondes gravitationnelles à Cardiff, hein, je le dis, je vais rappeler au président Juncker qui était très content, il va l'utiliser. Donc on fait quand même des choses. On travaille maintenant sur les ordinateurs quantiques pour 2025 et 2030. On a donc des visions extrêmement précises et nous fournissons toutes les infrastructures pour les services et nos services de renseignement et de sécurité, au niveau français bien sûr, mais aussi au niveau européen. Et on voit que là, il y a de la mutualisation évidemment potentielle, c'est une évidence. Bon, et donc c'est la raison pour laquelle je vois bien que si jamais on est un peu organisé, on pourrait certainement avoir la possibilité de faire mieux avec moins. Donc gardons en tête ce problème que nous avons, certes, nous sommes attachés à avoir des dépenses de défense qui nous sont propres. Je pense en particulier à l'arme nucléaire. Il ne s'agira jamais pour la France, je ne pense pas que personne n'a jamais l'idée de mutualiser nos dépenses nucléaires. Elles sont spécifiques à notre politique et depuis plus de 60 ans, il est hors de question de les mutualiser. Du reste, nos voisins européens, beaucoup d'entre eux ne le voudraient pas non plus. Mais par ailleurs, moi, comme je le dis en Allemagne quand je donne des interviews sur ces questions, appelons un chat un chat. Quand Mme Merkel va voir M. Poutine avec M. Hollande, le fait que nous ayons des têtes nucléaires sur le territoire français et donc en Europe continentale, puisqu'il n'y a plus que nous qui en avons, puisque les Américains sont partis, fait que finalement, voilà, la dissuasion, puisque ces armes nucléaires ont une fonction de dissuasion, fonctionne. Imaginez un dialogue en Europe continentale, comme c'était le cas au cours des derniers mois, notamment sur l'Ukraine, sans avoir le moindre parapluie nucléaire en Europe continentale, avec M. Poutine, peut-être que le dialogue aurait été un peu différent. Ce que je dis à mes amis allemands, qui sont obligés, finalement, d'entendre ce que nous disons. Parce que c'est une réalité. Il ne s'agit pas pour autant de leur faire payer notre dépense nucléaire, mais il s'agit de dire tout simplement qu'au fond, chacun avec nos spécificités, nous avons contribué à ce paradigme de paix et de prospérité, et force est de constater que la France n'a pas été le dernier dans ce point, mais au contraire le premier. Et je le dis comme cela à mes amis allemands, je me permets de le leur dire, parce que je suis quelque part, d'un point de vue industriel, considéré comme un Allemand. Et donc je peux leur parler comme cela, et je leur dis avec exactement les mêmes mots que je vous dis, parce que j'estime que c'est la réalité, et les chiffres le montrent. Voilà. Deuxièmement, nous dépensons 1,8% du PIB. On ne cesse de dire que l'Allemagne devrait également prendre sa part. L'Allemagne est à 1,1. Bon,
il y a un moment, alors bien sûr il y a des problèmes, et on le voit aujourd'hui, les problèmes de migrants, les problèmes de centres de rétention, les problèmes de sécurité, les problèmes de terrorisme, les problèmes de renseignement, les problèmes de cybersécurité, le problème d'avoir des forces communes et des plateformes communes qui commencent à devenir de plus en plus criants. Mais c'est vrai qu'il faut que maintenant que chacun prenne sa part dans cette défense commune. J'en viens donc à ma proposition. La proposition, c'est finalement d'utiliser tout ce que je viens de dire, y compris ces taux d'intérêt, le fait que la Banque Centrale Européenne cherche des obligations à long, voire très long terme, mais évidemment sécurisées, très sécurisées par les États. Je rappelle qu'aujourd'hui, elle cherche du triple A, comme on dit dans notre jargon, et que le seul triple A aujourd'hui, c'est l'Allemagne. On avait le triple A avant la crise, parce qu'on avait un euro qui était mutualisé. La crise, c'est un autre sujet, a fait exploser avec la création des spreads, donc les euros, les euros nationaux, en les remettant, en les réorientant sur les sous-jacents économiques de chacun des pays. On a donc perdu ce triple A mutualisé. On peut le retrouver à travers un fonds, d'autant qu'on a l'expérience maintenant, la crise nous l'a appris, d'avoir créé le MES, donc des fonds qui fonctionnent. On a cette ingénierie, ça a fonctionné, et donc on a les outils aujourd'hui pour le faire. Donc l'idée serait la suivante. Créer un fonds qu'on a appelé Fonds européen de sécurité et de défense, faute de mieux, mais enfin il veut bien dire ce que ça veut dire, qui aurait une double vocation. La première vocation, c'est de financer la totalité des dettes de la zone euro depuis la création de l'euro, depuis l'appartenance des États membres dans la zone euro jusqu'à nos jours. Et donc on reprend ces dettes. Quand vous les reprenez, il y en a pour 2330 milliards. Donc ce fonds, finalement, il va accueillir 2330 milliards et il va ensuite financer, se refinancer sur les marchés, mais se refinancer avec une double, je dirais un double bénéfice. Le premier, c'est que bien entendu les États vont le garantir. Qu'est-ce qu'il y a de plus important in fine comme projet commun qu'une partie de notre défense de sécurité et de sécurité commune, et notamment celle aux frontières de l'Europe. Il n'y a pas beaucoup de projets plus importants aujourd'hui pour nous. Et ça, c'est le premier objectif. Donc, il va donc refinancer ses dettes, il va se refinancer sur le marché, mais pour se refinancer je dirais, à taux intéressant. L'idée, c'est évidemment de se refinancer à un taux beaucoup plus bas que le taux qui est porté par nos dettes nationales, pour bénéficier de ces fameux impacts taux négatifs, qui est la contrepartie de la sécurité à très long terme. Je peux me permettre, moi, d'avoir un taux négatif, d'offrir un taux négatif, dans la mesure où je sais que cet argent, il sera sécurisé parce qu'il est garanti par les États, sur le très long terme, et il est abondé de façon certaine par une ressource fiscale. Et si on a ces deux éléments, eh bien dans ces conditions, on peut avoir des taux d'intérêt extraordinairement bas, voisins de zéro, sur des projets qui sont des projets à très long terme, porteurs d'avenir et d'intérêt commun, et notamment pour l'Europe. J'ajoute enfin que la modification de la régulation bancaire et des institutions d'assurance oblige désormais ces institutions d'avoir dans leur bilan des montants importants d'obligations à très long terme, sécurisés AAA, et qu'on n'en trouve pas beaucoup, encore une fois, parce qu'on a, de nouveau après la crise, on a séparé cet euro pour le rendre un peu plus national, et on achète de l'euro allemand qui ne vaut pas la même chose, ou de la dette allemande qui ne vaut pas la même chose que de la dette française, qui ne vaut pas la même chose que de la dette espagnole, ce qui n'était pas le cas avant la crise, et c'était du reste la magie de l'euro que d'avoir réussi à le conserver. Et quelque part, je recrée avec ce mécanisme cet esprit des fondateurs de l'euro, de redonner encore une fois la force commune, tous les membres de la zone euro, en se mettant ensemble, ils sont triplés, parce qu'en plus, ils vont le garantir, l'abondement de ce fonds. Alors comment abonder le fonds? Encore une fois, tout est ouvert. J'ai pris un système très simple. Mais tout est ouvert, Monsieur le Président. Hein. Bon, l'idée que j'ai prise, elle est simple. Je me suis dit, au fond, il faut, pour l'abonder, il faut une ressource certaine, qui ne soit pas remise en cause. Et donc, j'ai proposé 2 points de TVA. Voilà, la TVA. En plus, la TVA, c'est un impôt qui est proportionnel à l'activité économique d'un pays, donc elle reflète assez bien, finalement, la taille d'un État, puisqu'encore une fois, elle est très proportionnelle au PNB d'un État, donc sa taille, donc ce qu'il convient de préserver et de protéger à travers ce fonds. Donc l'idée, c'est que chaque pays, à partir du moment où il rentre dans le fonds, va abonder ce fonds, donc sur la durée d'existence du fonds, de 2 points de TVA par an. On va y revenir dans un instant, vous allez voir ce que ça veut dire. Donc je résume, ce fonds, il va reprendre les dettes de défense de chacun des États membres. Il va se refinancer pour les rembourser sur le marché à travers des obligations à taux extrêmement bas. Et on peut commencer à envisager des obligations jusqu'à 50 ans.
Et donc j'ai testé également avec les différents émetteurs, y compris la Banque centrale, elle serait prête à émettre sur cette question, pour ce projet, des obligations à 50 ans, c'est-à-dire très long terme, pour peu, encore une fois, qu'il y ait la garantie des États mutualisés. On a su le faire avec le MES, on saura le faire évidemment sur un projet de cette nature, puisqu'on le fait de façon volontaire, et également qu'il y ait des ressources fiscales donc, qui vont abonder année après année et de façon certaine. Entendons-nous bien, il ne s'agit pas d'effacer les dettes, il s'agit de trouver un mécanisme qui utilise les opportunités de l'instant pour les rembourser. On s'organise donc ensemble, nous Européens, pour rembourser nos dettes de défense avec un 50e par an, quoi, voilà, et en utilisant la facilité que nous donne notre force de mutualisation pour pouvoir le faire moins cher qu'on le faisait de façon individuelle. Le résultat, c'est d'abord que nos dettes, d'un point de vue maastrichtienne, et ça y est, la quadrature du cercle sur laquelle m'interrogeait en permanence le président Chirac, on vient la trouver. Du coup, l'endettement maastrichtien des États descend évidemment proportionnellement, et donc pour la France, il redevient de 96% à 61%. Et pour l'Allemagne, de 71% à 56%. Ça y est, on est de nouveau revenu dans un équilibre naturel. On a de nouveau un avenir commun. On peut de nouveau retravailler ensemble. Bien entendu, attention, il ne va pas falloir dire ah ben, du coup on va être laxiste, on va redépenser. Il s'agit, là encore une fois, de remettre, pardon de cette expression un peu vulgaire, les pendules à l'heure, les pendules de l'Europe, les pendules de l'avenir. On a un avenir commun, on est au même niveau, on peut donc retravailler ensemble, on a donc un projet commun. Aujourd'hui, on n'en a plus. Je vous donne quand même les tendances, parce que c'est absolument... C'est pour ça que, pardon de le dire avec autant de passion, mais j'ai tellement travaillé au désendettement de notre pays que quand je vois ce qui se passe aujourd'hui, je ne peux que tirer des sonnettes d'alarme. L'Allemagne est à 71% d'endettement en 2015. Elle sera à 69% en 2016, elle sera à 66% en 2017. Parce qu'elle se désendette, elle est en excédent, très large. La France est à 96% en 2015, elle sera à 97% en 2016, elle sera à 97% en 2017. Il y aura 30 points d'écart. Je vous le dis avec beaucoup de conviction, pardon de la passion également. Nous sommes au début, si on ne règle pas ce problème, nous sommes en face, dans les 18 à 24 mois qui viennent, dans une crise majeure de divergence tout simplement avec l'Allemagne, parce que nous voudrons nous régler ce problème de la dette, et les Allemands ne voudront pas. On n'a plus la même logique. Nous ne sommes plus alignés, nous sommes orthogonaux. Et on ne s'en rend pas compte à cause des taux d'intérêt bas. Donc, revenons à notre problème. Ce fonds, d'une part, il va réaligner au prorata finalement de ce que nous avons contribué à la création de l'Europe et à sa prospérité, en réajustant quelque part les variables. Mais évidemment, et je suis trop souvent en Allemagne, j'y suis toutes les semaines, je sais que les Allemands, pour accepter un projet comme celui-ci, doivent évidemment, ne peuvent le faire accepter par leur opinion publique, si jamais on redonne le sentiment que l'Allemagne paiera. Et l'Allemagne, il faut donc trouver un système dans lequel tout le monde est gagnant-gagnant. Et j'en viens donc à mon deuxième volet de ma proposition. Là, nous avons un sujet qui traite le passé. Mais les échéances, les dangers, le terrorisme, la guerre, elle est présente, elle est aujourd'hui, elle est demain, elle est dans les 10 ans. Et donc, le président l'a rappelé tout à l'heure, il convient absolument de nous donner les moyens d'augmenter nos dépenses pour pouvoir faire face à ces enjeux. Je rappelle quand même, parce qu'il faut avoir les chiffres en tête, vous les avez mieux que moi, mais je vais quand même les redire. Au cours de, là encore, je prends la référence lorsque j'ai quitté le gouvernement, et jusqu'à aujourd'hui, l'Europe dans son ensemble a baissé ses dépenses de défense de 9%. La Chine a monté de 160%. Les États-Unis sont restés plats, mais entre-temps, ils sont sortis de l'Irak. Donc ils ont réinjecté 100 milliards de dollars par an. Donc ils ont monté de 10%. Et nous, on a baissé de 10. L'Inde a augmenté de 38. L'Arabie Saoudite de 90. La Russie de près de 100. Et c'est le monde dans lequel on est. Et donc si on ne règle pas les deux problèmes, vous voyez bien qu'on n'a pas la solution. Donc, deuxième volet, et c'est là où on en vient évidemment à une réflexion qui est plus politique. Et donc, je sors vraiment de ma condition, pardon, et là je vous la livre, et c'est
à vous, à peut-être voir comment la mettre en œuvre. J'en ai parlé aussi beaucoup aux forces armées. Évidemment, vous l'imaginez. J'ai parlé de M. Le Drian, je parle de Mme von der Leyen également. Je parle du couple franco-allemand, parce que si le couple franco-allemand est d'accord, on sera entraîné, y compris dans le cadre des coopérations structurées que Lisbonne nous permet de mettre sur les problèmes de défense. Mais il faut évidemment que le couple franco-allemand soit moteur dans cette affaire, et pour cela, il faut trouver la solution pour que l'Allemagne y gagne aussi. Et si on n'a pas une solution dans laquelle l'Allemagne y gagne, on n'arrivera pas. Et c'est donc mon deuxième volet. Mon deuxième volet, c'est que, au fond, il faut que tous nous montions. Il faut que tous nous montions dans nos dépenses de défense. Et on sait qu'il faut atteindre au moins 2%. C'est les recommandations des experts, de toutes vos commissions, de l'OTAN. Et donc, on en est loin. Donc la proposition que je fais, c'est que le fonds est un deuxième volet. Alors, on sait fonctionner en gouvernance avec la BCE, dans laquelle on a des gouverneurs, qui sont les gouverneurs des banques centrales, qui siègent évidemment, et qui ont mis une gouvernance pour maintenir d'une certaine façon la souveraineté nationale, qui était liée à notre monnaie, mais aussi la mutualiser dans le cadre de l'euro. Donc là encore, utilisons ce que la gouvernance nous a appris au niveau européen. Et l'idée, c'est que ce fonds rembourse tous les ans jusqu'à la moitié des dépenses de défense de chaque pays nationaux, pour peu que cette moitié soit mutualisable au niveau européen. Je prends des exemples. Je l'ai dit tout à l'heure, des gardes-côtes européens, évidemment. Peut-être des douaniers au niveau européen, pourquoi pas. Les dépenses de cybersécurité, c'est une nécessité absolue. Certaines dépenses d'infrastructures de renseignement, c'est une nécessité absolue, que ce soit du renseignement numérique ou que ce soit du renseignement satellitaire. Des plateformes d'OPEX, des OPEX qui ont vocation européenne, bien sûr. Des plateformes aussi qui peuvent être partagées, comme peut-être des hélicoptères, des avions de transport, des moyens de transport maritimes, bien sûr. Donc on sait qu'à partir du moment, croyez-moi, où au Parlement, enfin je parle devant des experts, et pardon de le dire encore une fois devant vous, mais que vous savez qu'on saura nous rembourser la moitié de nos dépenses pour peu que celle-ci ait une connotation, je dirais, de mutualisation, on saura trouver, et en revanche, pas moins, l'autre moitié, au minimum, doit être absolument faite par les budgets nationaux, sans regard des autres, parce que c'est notre souveraineté, il s'agit nullement, aucunement de l'abandonner. Et dans la souveraineté, celle qui n'est pas partageable, j'ai rappelé le nucléaire évidemment, mais évidemment peut-être des OPEX aussi dans des pays avec lesquels nous avons des liens particuliers sur lesquels nous voulons intervenir vite sans avoir à demander à quiconque des moyens financiers pour le faire, parce que nous estimons que c'est l'intérêt de la France bien compté que de le faire, des dépenses de renseignement particulières, des dépenses qui sont liées encore une fois à notre spécificité. Et donc là, on peut descendre, donc encore une fois, il y a la moitié minimum, elle est faite par les États, et plus si au-delà, eh bien, il y a des éléments qui peuvent être mutualisables. Ce qui veut donc dire que ce fonds, et c'est là où la magie des chiffres fonctionne, avec les 2 points de TVA dont j'ai parlé tout à l'heure, vous pouvez d'une part financer, 2 points de TVA c'est 120 milliards. Alors je vous laisserai tous les documents, hein, Monsieur le Président. Les 2 points de TVA, donc c'est 120 milliards. Donc vous avez donc avec ces 120 milliards, vous pouvez financer d'une part les taux d'intérêt aujourd'hui très bas sur les obligations à 50 ans pour financer le passé, et vous financez également jusqu'à la moitié, les calculs sont là pour ça, c'est pour ça que j'ai pris 2 points, vous financez jusqu'à la moitié des dépenses de défense de chaque État membre, y compris s'il remonte jusqu'à 2% de son PIB de défense. En conclusion, qui perd, qui gagne? Prenez l'exemple de la France, et je vais conclure là-dessus. La France aujourd'hui dépense donc à 45 milliards pour ses taux d'intérêt, pour le financement de sa dette. Il y a un tiers qui va partir, donc en fait, ces 45 milliards vont devenir 30 milliards. Donc la France n'aura plus que 30 milliards d'intérêt de la dette à payer. Bien sûr, elle va payer 2 points de TVA, c'est-à-dire 22 milliards. Mais en plus, dans les 38 ou 39 milliards qui sont dépensés par la défense, jusqu'à la moitié peut lui être remboursée. Le solde donc positif pour la France est entre 8 et 10 milliards. C'est-à-dire que non seulement je fais ça, mais en faisant ça, je réintègre entre 8 et 10 milliards. Le fonds va me rembourser entre 8 et 10 milliards par an, par rapport encore une fois à ce que je payais aujourd'hui, et surtout pour 2 raisons, encore une fois.
D'abord, c'est les taux d'intérêt extrêmement bas. C'est le fait d'avoir extourné donc un tiers de notre dette dans ce fonds. Et c'est évidemment le remboursement jusqu'à la moitié du mécanisme, y compris en montant en 2 points. L'Allemagne est à 1,1. Si l'Allemagne reste à 1,1, l'Allemagne, évidemment, va avoir un intérêt. C'est 20% de sa dette qui partent, là. 560 milliards, c'est 20% de la dette allemande. Donc elle va avoir 20% de sa charge d'intérêt qui disparaît. Elle va mettre 2 points de TVA, c'est plus, parce qu'évidemment, l'Allemagne a une fois et demi, donc ça va faire 37 milliards. Mais si elle reste à 1,1%, on lui rembourse que 0,6% du PNB, ses dépenses, la moitié. Donc, évidemment, elle va perdre. Elle perd 9 milliards si elle reste à 1,1. Si l'Allemagne remonte, comme la France, à 1,8 ou 2, elle gagne entre 2,7 et 3 milliards. Et on voit bien qu'à ce moment-là, si on joue le jeu de remonter tout le monde entre 1,8 et 2 points de PIB, de dépenses de défense, tout le monde gagne dans cette affaire, y compris l'Allemagne. Et donc on ne peut plus dire l'Allemagne paiera, on dit uniquement remontons à un niveau qui est le niveau dont nous estimons qu'il est nécessaire pour nous remettre dans le concert des nations en matière de sécurité et de défense, et évidemment, tout le monde gagnera d'un point de vue macroéconomique. Voilà, pardon, j'ai été un peu long, peut-être un peu passionné, mais c'est un sujet extrêmement, extrêmement important, me semble-t-il. Restera évidemment derrière les problèmes de gouvernance à mettre en œuvre, et je suis prêt à répondre à vos questions. Le président m'a envoyé quelques messages pour me dire qu'il fallait être plus court. J'arrête donc. Non, simplement pour qu'on ait le temps du débat, parce que c'est pas courant, Monsieur le Ministre, les applaudissements ici. Mais bon, simplement. Je ne suis plus rien. Oui. Mais merci de cette réflexion et de ce projet. Il y a plusieurs intervenants, chacun va pouvoir s'exprimer maintenant et tu pourras répondre aux uns et aux autres.